Bienvenue les amis, bienvenue sur 40 Something. Vous le savez, je profite de la période estivale pour vous livrer des contenus un petit peu hors normes, un peu hors des sentiers battus, au fil de la parole. Et aujourd'hui, je vais donc vous raconter l'histoire d'un des plus grands regrets de ma vie. Ah, tout de suite, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il a fait? Non, vous inquiétez pas, c'est juste quand j'ai vendu une très grande partie de ma collection de CD. Rien de dramatique là-dedans, vous me direz, mais quand même... J'en paye encore le prix aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi. Cette émission, ce sera l'occasion de brasser très large. Comme toujours, on va parler musique principalement, on va parler un petit peu support aussi. Et on revient un petit peu en arrière au début de ma carrière, parce que moi j'ai commencé comme disquaire. Je vais vous expliquer comment j'ai construit un peu ma collection. Avant, j'avais fait des petits boulots pendant mes études, comme tout le monde, hein. J'avais fait des pizzas. Et puis quand est venu le moment de bosser, je me suis dit pourquoi pas conjuguer travail et ma passion pour la musique. Voilà, je me suis dégodé d'une place de disquaire, très content, très fier d'être là. Et ça nous ramène donc, vous imaginez bien, quelques années en arrière. Alors il faut le savoir, quand j'ai démarré, c'était une autre époque de la musique. Je parle du milieu, voire de la fin des années 90, et là c'était une période où musicalement ça pulsait partout sur la planète, ça pulsait bien en France, c'était l'apparition du trip-hop, c'était une période véritablement d'effervescence musicale. Je me souviens que j'étais dans une boutique où on avait ce qu'on appelait un atelier avec une espèce d'immense table sur laquelle on empilait les nouveautés en CD qui arrivaient. Souvenez-vous quand même qu'on est fin 90, hein, donc il n'y a pas les services de streaming et tout, il faut acheter ses CD, il faut acheter sa musique pour pouvoir l'écouter, donc la musique c'est un gros business, et je me souviens particulièrement d'un arrivage, surtout à cette époque-là, qui m'avait marqué, parce que je m'étais dit déjà à l'époque, mais c'est fantastique ce qu'il y a sur cette table. C'était l'époque de la trip-hop, vous aviez le dernier CD de Tricky, alors au hasard, hein, en friche, mais il y avait le dernier Tricky avait cartonné avec Maxine Quay, et là il sortait Angel with Dirty Faces, il y avait le dernier Massive Attack, Mezzanine, il y avait un album des Roots, Do You Want More, les Roots, bien avant qu'ils soient le groupe qui accompagne Jimmy Fallon, qui faisait du gros rap. C'était d'ailleurs toute l'époque Raucus, l'écurie Raucus, avec des gens comme Mos Def, qui sortait son album Black on Both Sides. C'est la période Ninja Tune, il y avait les Chemical Brothers, il y avait le dernier Radiohead OK Computer, le dernier Björk Homogenic. Bref, ça défrichait large. Alors moi je suis pas un amateur forcément forcené de musique électro ou de rap ou de trip-hop même, mais alors là c'était vraiment des sons nouveaux qu'on n'avait jamais entendus. Je trouve que ça ronronne un peu en musique en ce moment, je veux pas parler comme un vieux con, il y a des choses très bien à découvrir à condition d'ouvrir grand les oreilles. On peut trouver des choses très bien actuellement, mais je trouve que ça ronronne plus qu'à cette époque-là, forcément, parce qu'à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas les services de streaming, il fallait acheter son disque, donc la musique avait tout de suite un retour sur investissement. Donc on développait des projets, on y travaillait, et puis forcément, si ça vendait, c'était la poule aux œufs d'or. De là, forcément, moi j'arrivais avec ma petite collection et ma petite connaissance de la musique qui était bien ciblée dans mon domaine, hein, dans mon domaine de prédilection, c'est-à-dire plutôt le rock à guitare. Je découvrais un tout nouveau monde, j'ai découvert aussi à ce moment-là qu'il fallait garder les yeux et les oreilles grands ouverts, parce que la première leçon que j'ai apprise, c'est qu'on n'y connaît jamais rien. Peu importe que l'on décide de travailler comme libraire, qu'on décide de travailler dans une boutique de cinéma, on a toujours l'impression de tout connaître, et en fait, quand on arrive, on se rend compte qu'on n'y connaît rien, parce qu'on a toujours des clients, des collègues qui viennent faire partager leurs connaissances. C'est un peu le principe que j'essaye de développer ici sur cette chaîne, c'est cette rencontre un peu des passions, et on a toujours des gens qui viennent de parler de tout un tas de trucs qu'on connaît pas et qu'on ne demande qu'à découvrir, et à cette époque-là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Moi je suis arrivé avec ma connaissance, je pensais vraiment sincèrement connaître la musique, je me suis rendu compte que j'y connaissais rien du tout, il y avait vraiment un univers entier à parcourir, et c'est ce que j'ai fait à cette période-là. En plus, je travaillais dans des boutiques d'occasion, donc on nous ramenait beaucoup de CD d'occasion, tout ça, on voyait passer plein de petites pépites, littéralement. C'est là que j'ai commencé à me forger une grosse collection. Je suis parti à Montréal quelques temps, là j'ai découvert plus dans mon domaine, tout ce qui était punk rock, enfin punk pop rock, ça allait de NoFX à Bad Religion, tous ces groupes-là, enfin bref, il y avait là encore tout un univers de passion, et je me suis retrouvé petit à petit à construire une vraie grosse collection. Très grosse collection, parce qu'on avait aussi ce qu'on appelait du service de presse, c'est-à-dire il faut comprendre qu'à l'époque, la musique se vendait, donc il fallait distribuer un petit peu, comme on continue à faire aujourd'hui en librairie, on donne un peu des exemplaires gratuits aux vendeurs en espérant qu'ils en parlent. Et à l'époque, les services de presse sur la musique, c'était assez important. Si vous aviez un nouveau Madonna qui sortait, on vous envoyait du service de presse par centaines. Fallait les donner aux journalistes, fallait les donner aux gens qui diffusaient en radio, fallait les donner aux disquaires. Donc en fait, vous vous retrouviez avec des services de presse par dizaines, voire par centaines. Dès qu'ils avaient un peu d'importance dans une station radio ou un truc comme ça, les mecs ils recevaient des valises, donc on les voyait débarquer toutes les semaines avec des valises, mais ça c'était pareil en France, hein. Pour ceux qui ont connu toutes les boutiques d'occasion de l'époque, les mecs arrivaient vraiment avec les valises, ils ouvraient les valises et dedans il y avait plein de disques neufs, alors soit ils étaient percés, soit il y avait marqué promo, tout ça, mais c'était
tout autant de CD qui se retrouvaient dans le circuit de l'occasion et tout autant de choses à découvrir, parce que c'était des choses que les maisons de disques, sur lesquelles les maisons de disques essayaient de parier, donc c'était toujours intéressant de jeter une oreille dessus. Moi, je me rappelle, j'avais passé beaucoup de temps avec un casque à essayer d'écouter un peu ce qui rentrait, et j'avais fait plein de découvertes, et de là, j'avais vraiment monté ma collecte, qui m'avait un peu échappé, il faut bien se le dire, parce que quand on fonctionne comme ça, au bout d'un moment, on fonctionne par passion. Moi, en plus, je suis un peu un excessif sur ce côté-là, donc il m'est arrivé d'acheter plein de disques sur la foi d'un morceau entendu en 5 secondes, ou sur la foi d'une couverture, parfois. Un mec avec une guitare, ça me suffisait, je me suis dit, tiens, je vais tenter ça. Et voilà, des déceptions, des trucs que j'ai refourgués au fur et à mesure, au fil de l'eau, mais dans l'ensemble, une grosse collection qui s'est créée, avec ses petites pépites, ses incontournables, ses disques de chevet, les disques que j'écoutais tout le temps, et puis ceux qui étaient là juste... j'avais acheté en me disant j'écouterai un jour, voilà. Donc vous voyez le genre de collection que je pouvais avoir à ce moment-là. Il y a les disques que j'écoutais régulièrement et ceux qui étaient là pour la photo. Voilà, ça faisait une grosse collection dans laquelle je pouvais plonger comme ça et j'étais assez content de le faire. Et puis en arrivant à Paris, j'ai décidé de déboîter une grosse partie de ma collection. Déboîter, c'est comme ce que je fais avec les DVD, les Blu-ray, c'est-à-dire que les boîtiers plastiques, je les vire, je garde les pochettes. Là, c'est un peu ce que j'ai fait avec les CD, vous voyez. Comme ça prend quand même beaucoup moins de place dans les appartements parisiens. C'est toujours ça de gagner. Et un jour, s'est profilé le spectre d'un déménagement. Et à l'occasion d'un déménagement, on se dit toujours, ouais, bon tiens, est-ce que je veux vraiment me taper tous ces cartons de CD? En plus, à l'époque, tous les CD n'étaient pas déboîtés, donc il y a quand même de la masse de marchandises. Je me suis dit, mais est-ce que je les écoute tous? Ça a été le moment un peu d'une remise en question, ce que j'ai pas fait du tout sur les... heureusement. Sur les DVD, sur les Blu-ray, j'ai gardé l'intégralité de ma collection, parce que celle-là, elle va au fil de l'eau, un peu comme les vagues sur la grève, ça rentre, ça sort, ce que j'aime moins, je le sors, ce que j'aime vraiment, je le rachète en 4K, puis je vire l'ancienne édition. Donc généralement, elle est très vivante. Ma collection de DVD, Blu-ray, 4K, elle est très vivante. Ma collection de CD, elle a fini par un peu se scléroser à l'époque. Et avec cette perspective de déménagement, c'était le moment de faire un petit point, de savoir ce que j'écoutais et pas. Et le truc, c'est que c'était aussi l'époque de l'arrivée en masse des services de streaming. Les services de streaming, ils sont arrivés d'abord tout doucement. Ça a d'abord été du téléchargement plus ou moins légal, toutes les histoires Napster et compagnie. Et puis, Deezer, Spotify. Et à l'époque, je venais de prendre aussi un abonnement Spotify, donc c'était un petit peu le mirage, celui de vous fournir tout un tas de contenu, comme ça, en illimité, tout ce que vous voulez, absolument tout, sans avoir de support physique. Je me disais, ouais, c'est peut-être là la solution. Je m'étais pas vraiment plongé sur l'affaire, mais je me suis quand même dit, bon, j'ai Spotify, qu'est-ce que je garde dans ma collecte? Et franchement, je me suis dit, bon, je vais pas me trimballer tous ces cartons, je vais quand même écrémer. Et là, j'ai fait de l'écrémage à la serpette, c'est-à-dire que j'ai vraiment écrémé la collecte. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai revendues que je regrette pas du tout, parce que je les écoutais pas. J'avais l'intégrale de Grand Funk Railroad, qui est un bon groupe, qui est sympa, mais moi, ça me touche pas trop. Au final, je l'avais acheté plus pour découvrir. En plus, quand on est à Montréal, qui avait toutes les boutiques d'occasion, ou quand on est en France, qui avait aussi toutes ces boutiques d'occasion, on arrivait à choper des CD déjà pour pas très cher. C'est rien par rapport au prix où on les achète aujourd'hui, mais on pouvait trouver des CD pas trop chers. On pouvait en acheter pour quelques dollars, quelques euros, quelques francs à l'époque. Donc comme il fallait les écouter, qu'on pouvait pas les écouter en streaming, qu'on pouvait pas se faire l'oreille sur le stream, et on constituait des collectes. Et moi j'avais acheté les Grand Funk Railroad, comme ça je les avais écoutés. Finalement c'était pas ce que je pensais, ça m'avait pas trop plu. Il y avait d'autres trucs, hein. Les 22 Brides, pareil, c'est un groupe folk alternatif, je crois qu'elles sont canadiennes. Et au final j'étais pas très fan. Bref, il y a tout un tas de trucs comme ça. Je me suis dit, ça je peux virer, mais j'en ai viré une partie, et puis un peu plus, et puis au final, je me suis dit, ouais, non, mais en fait, tu réécouteras pas tout ça, donc j'ai écrémé, mais 70% de la collecte. Alors bien sûr, je les ai vendus pour une bouchée de pain, hein, parce que j'ai tout amené, on m'a tout pris, et puis c'était pas très cher, parce que le CD, ça avait déjà... C'était plus très en vogue, déjà à l'époque, et j'ai gardé vraiment la portion congrue, c'est-à-dire mes CD de chevet, dont je voulais pas me débarrasser, tous les disques qui comptaient vraiment pour moi, que j'écoutais régulièrement, ou qui avaient vraiment un affect très fort, et tout le reste, je me suis dit, bon allez, je fais de la place, et voilà. Combien de temps il m'a fallu pour me rendre compte de mon erreur? À peu près 2 semaines, parce que le problème c'est que j'ai revendu beaucoup de choses aussi en BO, parce que j'avais vérifié avant de me séparer de tout ça, hein. J'avais quand même été sur Spotify avant, j'avais tout passé en MP3, mais en fait les MP3 je les écoute pas, donc j'avais tout passé en MP3, puis j'avais été voir sur Spotify, savoir ce qui était dispo ou pas, un peu naïf en imaginant que c'était du contenu pérenne qui allait rester là. Et combien de temps pour constater mon erreur? Très peu de temps, parce que dès la semaine suivante, j'ai voulu réécouter le First Blood de Jerry Goldsmith, et sur Spotify, il avait disparu purement et simplement en 2 semaines, et je me suis retrouvé comme un con sans pouvoir l'écouter. Et là, quand vous prenez conscience de cette erreur, je peux vous dire que c'est assez brutal, parce que vous dites « Ah, mais alors c'est du contenu à géométrie variable ». Ça, j'en ai déjà parlé dans une émission consacrée au support. On avait abordé le sujet un peu des DVD, mais CD, DVD, c'est vraiment la même réflexion à avoir. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Spotify, vous n'êtes propriétaire de rien, et puis vos CD préférés, si vous voulez les réécouter, alors bien sûr,
First Blood, je peux l'écouter comme je veux, je peux en trouver des morceaux sur YouTube, je peux me débrouiller, je peux le télécharger éventuellement, mais enfin, je suis pas là pour ça, j'ai envie juste d'avoir la simplicité, d'écouter mon disque quand j'en ai envie, sans être interrompu sur les pubs par YouTube, en ayant la meilleure qualité possible. Et franchement, ça a été la douche froide, hein. Je me souviendrai toujours, hein. First Blood, ça a été la douche froide, parce que là, d'un coup, je me suis rendu compte, je me suis dit, ah ouais, mais d'accord, mais il y a plein de trucs que je pourrais pas réécouter. Et du coup, je me suis retrouvé avec une collection, avec un grand manque. Alors, j'ai tout de suite fait ce que font les imbéciles, hein. C'est-à-dire que je suis tout de suite parti à la quête pour retrouver quelques CD qui me manquaient le plus, et petit à petit, j'ai reconstitué une grande partie de ma collection. Et c'était pas forcément un mal, en fait. À proprement y réfléchir, c'était pas forcément un mal, parce que depuis, on a sorti des versions remasterisées, on a sorti de nouvelles versions de disques que j'aimais bien, donc j'ai pu les trouver dans des versions avec des bonus, avec des pressages un peu meilleurs, ça c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a toujours des pièces manquantes à ma collecte, et je vous ai parlé par exemple dernièrement de l'album de Despert Morgan, mais j'aurais pu tout aussi bien vous parler des Rambo justement, les Goldsmiths, et même le 4e volet, parce que le 4e volet, qui était-ce qui le composait? 1 hour later. Ah, ça me reviendra pas là, mais enfin bon bref, même le 4e volet, c'est pas Goldsmith, et il s'enflamme un peu sur les plateformes de revente, donc en fait j'arrive pas à le trouver. Donc en fait j'ai toujours pas les BO de Rambo, j'ai pas la BO par exemple de The Thing, de Morricone non plus. Alors peut-être je cherche aussi des éditions, j'ai envie d'avoir certaines éditions un peu sympas et tout ça, mais je les retrouve pas. Il y a des groupes que je retrouve pas du tout. Local H, c'est un batteur et un guitariste, c'est une espèce de musique très rentre-dedans, très vénère, que j'aime beaucoup, toute guitare en avant, c'est vraiment l'énergie du punk, c'est super bien, ça reste mélodique, j'aime beaucoup ce groupe, j'ai aucun de leurs albums dans ma collection, tout simplement parce qu'ils se trouvent pas. C'est très difficile, en plus il y a beaucoup d'albums que j'avais de mon séjour à Montréal, donc que j'avais ramené de là-bas, et que j'ai toutes les peines du monde à retrouver en France. Il y a plein de trucs qui me manquent pas, il y en a beaucoup qui me manquent, alors je vous dis, j'ai racheté une grosse partie de ma collection, mais je suis loin d'avoir tout rattrapé. Et franchement, je prends jamais autant de plaisir à écouter de la musique que sur CD aujourd'hui, ou sur vinyle, hein, enfin sur support. Je veux dire, on se pose, c'est une autre façon de consommer de la musique quand même, souvent les gens mettre le vinyle sur un piédestal, mais de toute façon ça commence aussi avec le CD, c'est le fait d'écouter un album dans son intégralité, de le prendre, de le poser et d'en profiter pleinement. Je trouve que c'est pas pareil que de lancer un truc sur Spotify et d'aller faire la cuisine en même temps. Je veux dire, le CD, il y a quand même un rituel, on fait l'effort, on sort son CD. Alors moi j'ai plus de souvenirs avec les CD qu'avec Spotify. Spotify pour moi c'est bon pour découvrir du contenu, pour découvrir des trucs, éventuellement des recommandations. Je suis tombé sur des très bons trucs sur Spotify, notamment en country, mais globalement je reste attaché au support. Et vous savez quoi, je suis pas le seul, parce que les ventes de CD repartent. Alors pas dans le neuf, parce que dans le neuf on considère ça maintenant, on se plaint que les ventes de CD sont nulles, mais enfin il n'y a plus de CD nulle part, quand on les réserve aux secondes mains, aux boutiques d'occasion, où là il y en a plein pour pas cher. Dans les magasins du CD finalement il y en a peu, c'est la folie du vinyle en ce moment, mais le CD repart un peu sur les marketplaces. J'ai vu dernièrement qu'ils annonçaient sur Discogs que les ventes de CD étaient reparties un petit peu à la hausse. Forcément, je pense que c'est un produit qui va revenir un petit peu dans l'air du temps, comme ça l'a fait pour le vinyle, comme ça le fait pour la cassette. La cassette, ça s'abîme, ça s'oxyde, c'est pas fait pour résister à l'usure du temps, et les cassettes continuent à s'échanger. Le CD, lui, il est fait pour résister à l'usure du temps, et franchement, il tient bien la route, c'est un bel objet. Si vous prenez des pressages récents, vous avez une qualité de son mais optimale. Bref, je suis un fervent défenseur du support, et du CD en particulier. Je trouve vraiment que c'est le meilleur moyen pour écouter ses albums préférés. Voilà, pourquoi cette émission ? Pour vous parler un peu musique, un peu support, ça me faisait plaisir, et puis surtout, pour vous éviter de faire l'erreur que moi j'ai faite un jour. Si un jour vous devez vous séparer d'une partie de votre collection, faites-le avec parcimonie, réfléchissez bien, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que j'ai plus envie d'écouter, parce que le support c'est quand même la garantie d'avoir quelque chose chez soi. Vous êtes propriétaire, ça je l'ai déjà dit dans une émission consacrée au support, c'est quand même la garantie d'avoir quelque chose à soi. Vous n'êtes pas dépendant de votre connexion internet, vous n'êtes pas dépendant des volontés des services de streaming, de leur bibliothèque, comme je l'ai dit, à géométrie totalement variable. Donc le disque, il est chez vous, il est à vous. Voilà. On va refermer là cette petite émission. Je pense qu'elle intéressera 2-3 passionnés du support ou de musique, ou ceux qui suivent la chaîne, vraiment, qui suivent toutes les émissions. Et franchement, je vous en remercie. C'est pas une chaîne qui est facile à suivre. J'essaye de vous faire partager ma passion, donc ça part un peu dans tous les sens. Il y a des sujets qui sont forcément plus fédérateurs, qui touchent un peu plus de monde, ça se voit au nombre de vues. Il y en a d'autres pas du tout. Mais c'est pas grave, je le fais parce que ça me plaît, ça me fait plaisir. Et si ça fait plaisir à certains d'entre vous, ben c'est cool. Laissez un petit pouce au passage, même s'il n'y en a pas beaucoup sur cette émission, forcément, c'est quand même toujours sympa. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne continuation. Je ne sais pas quand sera diffusée cette émission, je ne sais pas quand j'aurai le temps de la monter. Il y aura sans doute plein d'autres choses avant, donc peut-être pas tout de suite.
Mais voilà, ça fera toujours une petite émission un peu différente à vous mettre sous la dent. D'ici là, portez-vous bien, comme d'habitude, profitez de tout, souvenez-vous qu'un plaisir n'est jamais coupable, et moi je vous dis à la prochaine, ici, là, sur cette même chaîne. Ciao!